Bonsoir à tous et bienvenue au journal de 13h. Voici le sommaire. 75 000 nouveaux compteurs électriques pour le Bénin. Ils ont été réceptionnés par le ministre de l'Énergie. Ils serviront à couvrir les demandes de compteurs en attente à la SB2E. À l'Assemblée nationale, les députés ont autorisé la ratification de 2 accords de prêt. Ils sont relatifs à l'équipement des formations sanitaires et au financement partiel du bitumage et de l'aménagement de l'axe Djougou-Péonko-Kéru-Banikwara. Enfin, les aspirants au métier d'enseignement sont en possession de leur contrat de travail pour le compte de l'année académique 2019-2020. Les 10 contrats ont été signés à l'Agence nationale pour l'emploi. À nouveau, bonsoir. Le Bénin règle ses problèmes de compteurs électriques. En effet, dans la nuit du vendredi 26 septembre, le ministre de l'Énergie a procédé à la réception de 75 000 nouveaux compteurs. La réception a eu lieu dans l'enceinte du port de Cotonou, Blaise Adanko et Simon Villon. Après la mise en service de Maria Gleta 2, le gouvernement réalise une nouvelle prouesse avec la réception de 75 000 compteurs pour la distribution de l'énergie électrique. Il y a d'abord 70 000 compteurs, 2 fils que nous appelons monophasés, et de type TST électronique après paiement. Et ensuite 2 autres conteneurs qui contiennent 5 000 compteurs triphasés, 4 fils, après paiement également. Et ces compteurs sont acquis avec le financement de la Banque mondiale. Avec ce lot de compteurs, les 25 000 demandes en attente à la Société béninoise d'énergie électrique depuis des semaines seront satisfaites. Il y a de quoi assouvir le besoin des 25 000 demandes non satisfaites actuellement et d'anticiper sur les prochaines années, sachant qu'il y a un total de 275 000 compteurs qui sont commandés et qui sont en route vers Cotonou. Nous profitons de cette occasion pour remercier notre clientèle pour la patience et tous les désagréments qui ont été causés. Et nous espérons que ce dysfonctionnement-là ne se répétera plus. Les dispositions vont être prises pour que nous ne tombions plus jamais dans cette rupture de compteur qui est vraiment l'élément très important dans le processus de satisfaction de la clientèle. À la suite de la réception, d'autres procédures vont suivre avant la distribution. Et vu la nécessité, l'urgence que révèlent ces compteurs, je crois en quelques heures, l'administration va accorder main levée. La main levée va consacrer donc à l'enlèvement de ces conteneurs pour que effectivement les procédures de pause puissent commencer avec les collègues de la SB2E. On va encore, pendant quelques jours, les tester dans le laboratoire ad hoc adapté à cela pour être sûr que ces produits que nous avons reçus sont des produits conformes au cahier des charges qui avaient été utilisés pour les commander. Et à partir de là, il y aura un convoyage dans tous les départements du pays par rapport aux besoins. Donc cela va prendre quelques jours, disons 2 à 3 semaines. Et là, ce sera opérationnel. Toutes les équipes seront en phase, je dirais, en mission commandée. Ce lot de 75 000 compteurs est évalué à plus de 2 milliards de francs CFA. L'actualité de ce 13h, c'est également cette autorisation de ratification de 2 accords de prêt par les députés, l'un sur l'équipement des formations sanitaires du pays et l'autre sur le financement partiel du bitumage et de l'aménagement de l'axe Djougou-Péonko-Kéru-Banikwara. Guillaume Avienou pour les détails. 17 milliards de francs CFA pour financer partiellement le projet d'aménagement et de bitumage de la route Djougou-Péonko-Kéru-Banikwara, longue de 209,68 km. Le feu vert pour la mobilisation de cet argent a été donné au gouvernement par les députés avec le vote à l'unanimité ce mercredi en session extraordinaire du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé à Lomé au Togo le 16 juillet dernier entre le Bénin et la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. L'axe permet de relier 3 départements du septentrion. Une nouvelle qui réjouit les députés, même s'ils auraient souhaité voir le projet s'étendre à d'autres axes de cette partie du pays. Il n'y a aucune voie bitumée qui rentre dans la commune de Kouané.
on a tendance à toujours penser aux grands projets. Je ne sais pas si vous savez que la commune d'Alada est à 50 mètres de la commune de Bopa. Il suffit de 50 mètres de pont sur le fleuve Koufo à Djidjozo pour quitter Alada et rentrer dans la commune de Bopa. S'il y avait ce pont de Djidjozo, je pense que le naufrage là n'aurait pas produit et on n'allait pas perdre 14 personnes la fois dernière. La route Parakou-Perere-Ndali. C'est vrai, il faut remercier le gouvernement pour ce qui a été fait. Ça, nous remercions par rapport aux décapés. Parce que vous venez de faire fort et nous vous remercions beaucoup. Mais pour moi, c'est déjà le passé. Parlons de ce qui reste. La route Parakou-Kabor. Concernant les propositions des députés, le gouvernement estime avoir déjà anticipé. Sur ce dossier, nous avons fait beaucoup de choses, nous n'avons pas beaucoup parlé, mais nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons réalisé les études. Il y a un consultant qui a été recruté et qui a complètement fait les études sur Kota Kwande Pionko. Il y a une transversale qui nous tient à cœur. Parce que lorsque nous faisons Korontière, Bukumbe, Natitengu, nous descendons un peu bas et nous faisons Kota Kwande Pionko, qui également vient en complément de la route cotonnière que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes dans une approche plutôt globale dans cette zone-là en termes de réseau routier. La question du pont de Djidjozo est une question réglée chez nous. Et nous sommes dans une phase très avancée pour le pont dont vous parlez, l'ouvrage dont vous parlez. Nous avons déjà les études et nous allons essayer de... Nous avons même reçu déjà des propositions d'une entreprise que je préfère, dont je tais le nom. Et nous sommes actuellement en discussion avec une entreprise pour la réalisation de ce pont à Djidjozo. Les futurs usagers de cet axe routier peuvent donc déjà commencer à se frotter les mains, tout comme les malades et patients de plusieurs formations sanitaires publiques du pays, puisque c'est à l'unanimité que le Parlement a adopté le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé le 20 mai de l'année en cours à Cotonou entre le Bénin et la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, pour le financement complémentaire du projet d'équipement et de réhabilitation des formations sanitaires du Bénin. Un projet qui ne devrait pas occulter, selon les députés, les chantiers en souffrance dans les secteurs de la santé et la problématique de la lutte contre les cancers, puis de la prévention des affections cancérigènes. L'hôpital de zone de Savay-Ouessé est en train de devenir une réalité. Merci. Merci pour ça. Je voudrais que le ministre nous dise, parce que c'est vrai, on a rattrapé ce dossier-là grâce au gouvernement de la rupture. On a rattrapé ce dossier et on nous a donné un moratoire de 3 ans, de 2016 à 2019. Je voudrais demander au ministre de nous dire, est-ce que le moratoire est toujours en vigueur? Si oui, quel est aujourd'hui le taux de réalisation de cet hôpital de zone? Est-ce qu'on pourra respecter ce moratoire ou bien des dispositions sont prises par rapport au retard? Je peux parler d'un mal qui fait parler de lui ces derniers temps. Je parle du cancer sous différentes formes, de sein, de l'utérus. Plus loin, je parle de la prostate aussi. Monsieur le ministre, que nous ne faisons pas assez de campagnes de sensibilisation ou qu'est-ce qui se passe? Sur la question de la prise en charge des malades du cancer, les travaux de l'hôpital spécialisé en construction à Abomey-Calavi évoluent normalement, rassure le ministre de la Santé. Il faut néanmoins poursuivre la sensibilisation qui reste un travail de tous. À Savay, nous sommes actuellement à un taux de réalisation d'exécution physique de 45%. Et nous avons prévu déjà une prorogation qui a été sollicitée jusqu'en fin décembre 2020. Donc, à ce niveau, je peux rassurer qu'il n'y a pas de problème particulier. Nous allons avoir tout un dispositif de prise en charge du cancer.
Mais comme l'a souligné effectivement l'honorable Chanou, la question de la sensibilisation pour la prévention est fondamentale. Et c'est le rôle de tout le monde, ce n'est pas seulement le rôle des agents de santé. Dire à quelqu'un qui doit pouvoir toucher ses seins chaque mois pour vérifier s'il n'y a pas une boule dedans, c'est le rôle de tout le monde. Dire à quelqu'un qui doit aller à l'hôpital chaque fois pour juste mettre du vinaigre, je dis bien du vinaigre, qui est vendu à 500 francs, que l'agent lui mette ça sur son col de l'utérus pour savoir s'il y a des lésions qui précèdent les cancers qui sont là, c'est rien du tout. En conclusion, le ministre de la Santé affirme que le gouvernement a à cœur d'assurer aux populations des soins de qualité à travers les différentes réformes engagées dans le secteur de la santé. Alors maintenant au Conseil économique et social, on y étudie le projet de budget général gestion 2020. C'est dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l'institution présidée par son responsable Tabek Bien. Les images avec Océane Amoussou. Les échanges entre ces membres du Conseil économique et social tournent principalement autour de l'étude du projet de budget général de l'État, exercice 2020. Le gouvernement transmet le projet de budget général de l'État au Conseil économique et social, qui l'examine au cours de sa deuxième session ordinaire de l'année. Aussi, les assises qui s'ouvrent ce jour seront-elles consacrées à l'étude du projet de budget général de l'État, gestion 2019, qui nous parviendra certainement d'ici là. Dans ce cadre, des séances plénières et des travaux en commission seront organisés pour être consacrés à l'appropriation non seulement des orientations budgétaires de 2020, mais aussi du contenu du projet de budget lui-même. Cette présentation nous permettra de mieux appréhender les nouvelles mesures budgétaires du gouvernement en vue de propositions qui tiennent compte de l'intérêt général et du mieux-être de la population. Plusieurs autres sujets de grande importance préoccupent également les conseillers. Il s'agit entre autres du sujet relatif au contexte économique marqué par la fermeture des frontières terrestres communes avec le Nigeria. Cette décision de notre grand voisin de l'Est ne saurait nous laisser indifférents. C'est justement en raison de l'importance des échanges entre notre pays et le Nigeria et les conséquences des fermetures récurrentes des frontières que le Conseil économique et social avait déjà inscrit dans son plan de travail annuel l'organisation au titre de 2019 de 2 séminaires dont l'un porte sur la proximité géographique du Bénin avec le Nigeria. Atouts, faiblesses et perspectives. Conformément aux dispositions de la Constitution, les projets et programmes à caractère économique et social sont obligatoirement soumis au CES pour avis. Cette nouvelle session qui s'ouvre à présent durera exactement 30 jours. Toujours au Conseil économique et social, le président de cette institution a reçu en audience à son cabinet une délégation conduite par l'ambassadeur du Pakistan, Waqar Ahmad Kingravi. Elle est allée présenter à Tabek Bien la copie figurée de ses lettres de créance. Suivant le conseil honoraire du Pakistan au Bénin à la sortie de l'audience, elle est au micro de Océane Amoussou et Simon Villon. C'est aujourd'hui qu'on lui en a parlé, on lui a expliqué le rôle que joue le Conseil économique et social, les différentes interventions. Il a été très heureux d'avoir visité l'institution et de constater qu'il y a une institution qui contribue à l'amélioration de la vie de la population et surtout qui se soucie d'étudier et de faire part de leurs avis et des recommandations au niveau des institutions qui gouvernent le pays, parce que c'est vrai qu'il y a des structures beaucoup plus hautes qui statuent au niveau des pays, mais il y a aussi des couches qui sont beaucoup plus proches de la population, surtout qu'on a constaté qu'il y a diverses catégories qui sont représentées au sein du Conseil économique et social. Donc, il a aussi dit qu'il saisit l'occasion et qu'il pourra défendre
une interaction beaucoup plus importante du Conseil économique et social du Bénin avec son pays, le Pakistan. On ouvre à présent la parenthèse éducation de ce 13h. Les aspirants au métier d'enseignement retenus dans la base de données du ministère de l'enseignement secondaire sont fixés sur leur sort. Ils reçoivent déjà des mains du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE leur contrat de travail pour le compte de l'année académique 2019-2020. Estelle Dopono et Alexis Quenom pour plus de précisions. Environ 16 000 aspirants au poste d'enseignant bénéficient d'un contrat de travail d'une durée de 9 mois. Il s'agit d'un programme spécial de préinsertion dans l'enseignement secondaire. À cet effet, un effort financier de plus de 16 milliards de francs CFA a été consenti par le gouvernement béninois afin que le minimum soit assuré. À partir d'aujourd'hui, nous avons ouvert nos guichets dans tous les départements. Et nous en avons doublé aussi parce que le flux dans certains départements est très important. Vous nous voyez ici à Abomey-Calavi, nous avons ouvert un poste de signature de contrat ici. Il y en a à Ouida, 2 pour le département de l'Atlantique. Et il y en a également à Porto Novo, à Parakou et dans tout le pays. Les enseignants sont donc conviés à aller signer leur contrat dans leur département. Il y a des postes qui sont ouverts durant le week-end également. Nous allons travailler le samedi, le dimanche, le lundi, jusqu'au mardi pour pouvoir signer les 15 875 contrats. Les futurs enseignants devront, dans un délai de 10 jours, fournir certaines pièces essentielles pour la bonne marche du processus. Nous espérons que le délai d'une semaine que nous leur avons donné, ils pourront nous ramener les pièces nécessaires au positionnement de leur indemnité, à savoir le certificat de prise de service qui prouve que réellement ils ont pris service dans leur établissement, le relevé d'identité bancaire qui nous permet de faire le transfert dans leur compte, l'identifiant fiscal unique et l'emploi du temps signé par le directeur et le censeur. Tous ces documents sont importants. J'invite tous les chefs d'établissement à nous faciliter la tâche. S'ils les rapportent dans ce délai, vous pouvez être assuré qu'à la fin du mois d'octobre, ils auront leur allocation bien positionnée dans leur compte. Mieux vaut 9 mois de contrat de travail que rien du tout. C'est ce qui ressort des témoignages des bénéficiaires qui expriment ici leur gratitude, même si pour eux, il reste à faire. C'est mieux que rien. Bon, on va d'abord le remercier, mais on va lui dire, parce qu'il a dit qu'il signe d'abord avec un contrat de 9 mois. Mais les 3 mois qui restent là, qu'est-ce que nous allons en faire? Donc, je ne sais pas. Donc, c'est au gouvernement de nous apporter la réponse pour cette question. Avec ceci, c'est une opportunité pour la jeunesse de se relancer. Et ça donne déjà, ça permet d'avoir un certain espoir par rapport à l'avenir dans le pays. Et nous espérons que de plus en plus sera encore fait. Je vais parler de la durée du contrat. Il a été stipulé 9 mois. Et pendant ce temps, il y a encore 3 mois de libre de l'autre côté. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. C'est vrai que ça oblige la personne à serrer encore plus sa ceinture par rapport aux 3 mois restants pour pouvoir s'organiser. La diligence faite aussi bien par les autorités que les bénéficiaires permettra l'entrée en fonction rapide de ces nouveaux enseignants au grand bonheur de l'école béninoise. Et puis le directeur du cabinet du ministère des enseignements maternels et primaires, accompagné de ses collaborateurs, a effectué une descente à l'école urbaine centre dans la circonscription scolaire de Cotonou-Lagune. Objectif, s'assurer de la bonne mise en pratique de la réforme qui prévoit une journée de salubrité obligatoire dans les écoles primaires publiques. Le point avec Génial Afouda, Monsi Agoka et Patrick Yemavo. Balai, râche ou encore râteau à la main, ces élèves de l'école urbaine centre de Guinkomé s'attellent à nettoyer leur lieu d'apprentissage. Une tâche qui s'impose désormais aux élèves de tous les établissements primaires publics chaque dernier vendredi du mois, le tout sous la supervision des enseignants. C'est une très bonne réforme puisque d'ailleurs nous en avons déjà l'habitude. C'était dans nos activités que nous devons protéger la santé de l'écolier. Et au nombre des activités qu'il faut mener pour protéger la santé de l'écolier, il y a la salubrité de l'école et nous le faisons chaque matin. Mais spécifiquement le dernier vendredi du mois, c'est comme une fête. Les enfants sont sortis, chacun avec son outil, puis qui sacre, qui racle, qui balaie, qui ramasse. Et c'est toute une activité.
Sur les lieux, une délégation du ministère des enseignements maternels et primaires venue s'assurer de la bonne exécution de la réforme. Nous avons vu et le personnel et les enfants dans la cour en train de procéder au nettoyage du domaine scolaire. Là où on a eu un peu de gêne, c'est les ordures que nous avions vues dans la cour. Et c'est surtout à cause de ça que l'autorité ministérielle a pris la note circulaire. Parce que de plus en plus, nous constatons que lorsque vous rentrez dans l'école, vous êtes accueillis par des tas d'immondices, ce qui ne favorise pas la santé de l'écolier et même de l'enseignant. Alors, et si c'est cette situation qui est vécue, forcément il y aura des répercussions sur les résultats scolaires. La journée mensuelle de salubrité dans les écoles primaires publiques résulte d'une note circulaire en date du 14 mars 2019. La tâche qui aurait pu être pénible aux yeux des apprenants et enseignants semble donner lieu à un enthousiasme débordant. Signe peut-être que les séances de salubrité du vendredi soir remplissent de joie les acteurs de l'école publique. Voilà, le reportage est signé Génial Afouda. On en vient maintenant à cette cérémonie officielle de remise d'attestation d'immatriculation aux coopératives des producteurs de riz du département du Zou à Boïkan. L'initiative est du Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin avec l'appui technique et financier du projet des centres d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire ProSiva et de la GIZ. L'objectif visé à travers la réforme de ces attestations est de doter les coopératives de documents juridiques afin de leur permettre d'avoir facilement accès au crédit. Michel Elegbe et Dorcastito pour le compte-rendu. 13 attestations d'immatriculation délivrées aux coopératives des organisations paysannes productrices du riz à la base des communes du département du Zou. Le Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin veut, à travers ce précieux sésame, maximiser les chances de ces producteurs de bénéficier de financements liés aux campagnes rizicoles. C'est le sésame qui atteste de votre existence juridique. Elle vous ouvre les portes de la professionnalisation. Grâce à ce précieux papier, vous pourrez améliorer votre accès au financement de vos activités génératrices de revenus. L'attestation vous facilitera la négociation de partenariats fructueux au-delà de vos communes respectives, de votre département et pourquoi pas au-delà des frontières de notre cher pays, le Bénin. La crédibilité des organisations de producteurs de riz à la base a été renforcée dans les communes d'intervention du ProSiva dans le Zou. À titre illustratif, sur 100 coopératives de producteurs de riz prévues pour être accompagnés dans la formalisation et la facilitation d'accès au crédit au départ, 114 l'ont été à l'arrivée, soit un taux de 114% d'atteinte des objectifs. Ce document donne ainsi l'opportunité à ces coopératives d'accroître leur capacité de production à travers l'accès au crédit. L'agriculture familiale aujourd'hui, c'est la seule porte de sortie pour nos pays en développement. Et donc, nous devons comprendre et nous mobiliser autour de l'agriculture familiale et travailler à ce que cette agriculture nourrisse effectivement au-delà des paysans, mais toute la population. Et le pas que vous êtes en train de poser, ça va faire tache d'huile parce que les autres vont vous emboîter le pas. C'est donc une étape de franchie pour faire de l'agriculture familiale un vecteur de développement à la base. On reste dans le monde de l'agriculture avec l'interprofession de la filière anacarde du Bénin qui a désormais un nouveau bureau. Il aura pour principale mission d'assurer la coordination de toutes les activités des 4 familles d'accueil qui la constituent. Une assemblée générale élective a eu lieu à Dassa avec l'appui technique et financier de Dedras ONG et ICO Coopération. Miché Elegbe et Dorcastito.
Un nouveau conseil d'administration de 15 membres et un conseil de surveillance de 4 membres. L'interprofession de la filière anacarde du Bénin vient ainsi de renouveler, et ce pour 3 ans, son équipe dirigeante. Je voudrais vous dire que nous prenons l'engagement ferme devant nos délégués ici présents, que nous allons travailler ensemble, nous allons travailler de façon participative. Nous ne sommes que des représentants. Le grand mot à dire, les grandes décisions, c'est à toutes les familles d'acteurs, à tous ceux qui ne sont pas ici, que nous représentons, c'est à eux les grandes décisions. Nous allons faire en sorte que pour prendre les décisions, nous nous référons toujours à la base. Vous avez les capacités, vous avez les possibilités. Moi, je n'en doute point. Tout est question d'organisation. Et c'est pour cela que je voudrais demander humblement au nouveau bureau de voir comment travailler avec les différentes familles d'acteurs pour que chacun ou bien chacune de ces familles ait IFA qui les chapeaute, donc puisse retrouver ce qu'on appelle l'autonomie financière. L'IFA Bénin assure en effet la coordination de toutes les activités du secteur privé et particulièrement celle des familles d'acteurs qui la constituent. Je retiens qu'à la prochaine Assemblée générale élective, il n'y aura plus d'exception pour les familles qui seront en retard de leurs cotisations, y compris les rappels. Ça là, c'est fondamental parce que même si ça n'existe pas dans vos textes, la loi du 1er juillet 1901 qui régit l'interprofession à l'étape actuelle dit que ne peuvent même voter que ceux qui sont à jour vis-à-vis de leurs cotisations. Des résolutions qui permettront au nouveau bureau de jouer le rôle d'assistance pour maintenir les limites requises pour un bon arbitrage et surtout prévenir les dérapages. On termine ce 13h par la littérature. 3 ouvrages écrits par Charles Dossouligan ont été présentés au public, de la défense de Salangougou en passant par la vengeance de la nature pour ensuite atterrir à Porto Novo à la découverte du couvre-chef. Ces 3 ouvrages mettent en évidence une partie de la culture béninoise. Henri Fatina et Saguidi Amitié reviennent ici sur les temps forts de ce lancement. Ces ouvrages écrits par Charles Dossouligan invitent le lecteur à 3 découvertes. Quand la nature vous venge, Bétchékon et le couvre-chef à Porto Novo. Écrire, c'est pour moi une manifestation de la liberté d'expression. C'est révéler ses inspirations et partager des savoirs, les vécus heureux ou tristes, pour enfin se satisfaire moralement et pourquoi pas répondre aux attentes légitimes, voire secrètes des autres. À l'occasion de ce lancement, les présentations des ouvrages, tant par l'auteur que par des sachants de la chaîne du livre, montrent la richesse culturelle du Bénin. Du Gobi, loin de rester un fait de mode, il est aussi un moyen de communication à Hogbonou. C'est l'ouvrage « Le couvre-chef à Porto Novo » qui en parle avec des images à l'appui sur 64 pages. Le couvre-chef à Porto Novo est un document de culture, est un document qui révèle certains aspects de la sémiotique à travers le port du chapeau à Porto Novo, pourquoi on le porte et dans quelles circonstances et comment le porter. Donc c'est surtout cela parce que j'ai constaté à un moment donné que beaucoup de personnes n'en savaient plus rien. Et à chaque fois que moi je venais présenter à la télévision, je descends, on me demande, mais ce que tu viens de mettre là, comment on appelle ça? Dans la capitale politique du Bénin se parle le goût défendu ici par Charles Dossouligan à travers Bétchékon. Nous avons beau manier les langues étrangères, nous habiller ou manger comme les autres, nous n'aurons jamais voix au chapitre tant que nous ne serons pas nous-mêmes. Tant que nous ne continuerons pas à chercher nos marques, nous serons toujours pris pour des marionnettes ou des cobayes. Un
enseignements de vie, laissez la nature vous venger. Un ensemble de 12 récits pour apprendre à l'homme à laisser la nature faire son œuvre. Quand la nature vous venge, est une mixture de faits réels et d'imagination savante pour qui raconte le vécu et les péripéties des personnages que j'ai créés et baptisés moi-même. 3 livres désormais à retrouver dans les librairies du Bénin. Voilà, bravo donc à Charles Ligan, l'ancien journaliste devenu professeur d'université aujourd'hui, écrivain. Merci de m'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.